Alors, je vous invite à regagner vos places. Nous allons poursuivre avec la table ronde. Et je vais donner la parole aux deux co-directrices de la 5e édition de promotion de la santé au Canada, José Lapalme et puis Catherine Frolich, chercheuse au CREPS et puis professeure titulaire à l'ESPOUM. Bonjour tout le monde, bienvenue, puis merci d'être ici. On est vraiment heureuse de vous accueillir pour célébrer le lancement de la 5e édition du livre Health Promotion in Canada, qui est paru récemment, juste au mois d'août 2025. Puis, Kate et moi, on est les deux des 5 éditrices du livre. Je vais me présenter. Moi, c'est José Lapalme. Je suis conseillère à la recherche avec Myria Gunn. C'est une chaire McConnell, Université de Montréal, en partenariat jeunesse. Et je suis diplômée aussi de l'École de santé publique, doctorat en santé publique, et membre du CRESP. Kate, est-ce que tu veux te présenter? Oh, d'accord. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci aux panélistes. Hop. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Désolée pour mon retard. Puis merci surtout aux panélistes qui ont accepté de venir nous parler aujourd'hui. Moi, c'est Kate Frolich. Je suis professeure titulaire au département de médecine sociale et préventive, École de santé publique de l'Université de Montréal. Je suis aussi la directrice scientifique de l'Institut de la santé publique et des populations des IRSC et fière éditrice, co-éditrice du livre Health Promotion in Canada. Alors, on est 2 des 5, donc les 3 autres, malheureusement, ne pouvaient pas être là avec nous, mais on tient à les souligner, Anne Peterson, Olivier Ferlat et Sophie Dupéré. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une brève présentation du livre Health Promotion in Canada, un peu d'historique, mais bien sûr, ce qu'il y a de nouveau dans cette 5e édition. Ensuite, il y aura justement un panel de discussion pour explorer le rôle de la promotion de la santé dans le contexte actuel et selon les thèmes du livre et bien sûr de leur travail. Puis à la fin, on va vous partager les informations pour acheter le livre si ça vous intéresse. On a copie papier ou numérique avec 20 % de rabais pour cette belle occasion spéciale. C'est pas 150, mais proche. Non, c'est une joke. On aimerait aussi souligner puis remercier le CRESP qui nous a invités à tenir ce lancement durant leur congrès annuel. Puis on veut aussi souligner leur aide très précieuse dans l'organisation de cet événement. Alors, voilà. On va faire un tag team, tout le monde. Donc, bon, moi, je commence toujours avec un petit peu d'histoire. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les 3 premiers éditeurs de l'édition. Comment je... C'est plus gros? Non, pour bouger. OK. Voilà. OK, mais je t'ai pas... j'ai pas les mêmes doigts que toi. Excuse-moi. Si tu veux, là, tu peux faire ça. OK. Donc, la première édition est parue en 1994, donc dans l'ancien siècle. Et cette photo le montre, en fait, par les coupes de cheveux. Ça a été prise lors du lancement de la première édition à Toronto. Vraiment, on est à la 5e, mais tout suit la première édition qui a été lancée à l'époque. Les éditeurs que vous voyez à l'écran, de gauche à droite, sont Irving Rootman, qui était directeur du Centre de promotion de la santé à l'Université de Toronto à l'époque, Anne Peterson, qui est encore éditrice aujourd'hui, qui était son étudiante au doctorat à l'époque sous la direction de Irv à l'Université de Toronto, et Michelle O'Neill, qui était professeure en sciences infirmières à l'Université Laval, qui aurait aimé être là, mais qui ne pouvait pas. Puis, soit dit en passant, Sophie Dupéré, qui est éditrice avec nous, était son étudiante à lui. Donc, on voit vraiment, on passe le bâton avec nos étudiantes, moi aussi avec José. Le livre est né de leur approche sociologique, une approche qui est très proche à mon cœur, et historique commune, visant à explorer le développement de la promotion de la santé en tant que domaine de recherche et de pratique. Pour en savoir plus sur le début du livre, vous voudrez tous savoir, bien sûr,
On vous invite de lire le 2e chapitre du 5e livre après l'avoir acheté, sur les fondateurs et les premiers éditeurs, les fondateurs et les premiers éditeurs racontent par rapport au contexte qui les a amenés à publier le livre. On a décidé vraiment, José et Anne ont passé en entrevue Irv et Michel pour raconter d'où venait l'idée du livre. Alors, comme mentionné plusieurs fois déjà, on est à la 5e édition. Chaque édition du livre approfondit les réflexions qui ont été amorcées dans l'édition précédente. Donc, il y a comme une continuité à travers de chaque édition. Mais à chaque fois, de nouveaux auteurs et de nouveaux éditeurs se sont joints au projet au fil du temps. Et le contenu était adapté à chaque fois pour refléter l'évolution des pratiques de la recherche puis des politiques en promotion de la santé. Aussi, Canadian Scholars Press allait recueillir des commentaires des pairs. Donc, à chaque fois, on a adapté aussi le livre pour refléter ces commentaires. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi une 5e édition? 4 n'est pas suffisant. Bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est vraiment c'est Canadian Scholars Press qui nous ont contactés en mars 2022 pour discuter de la possibilité d'une 5e édition. L'éditeur avait fait évaluer la précédente édition par les pairs et proposé quelques modifications en cas d'intérêt pour une nouvelle version. Chaque édition s'est très bien vendue par le passé, c'est un best-seller. Et c'est vrai, en fait. Et c'est très utilisé par les institutions académiques et non académiques à travers le Canada. On est surpris aussi, là, mais c'est très bon, mais c'est très utilisé. Depuis la parution de la dernière édition en 2017, le paysage de la promotion de la santé et la santé publique a beaucoup évolué. Et on s'est dit, bien, ça vaudrait la peine vraiment de le mettre à jour. Deuxièmement, il y a eu des transformations qui ont été mises en lumière lors de la 24e conférence mondiale de WIPES sur la promotion de la santé qui était tenue à Montréal en mai 2022. La conférence a souligné les défis actuels, les impacts complexes de la pandémie de COVID-19, la crise climatique, le racisme, la violence et recul de tout droit humain et qu'on l'avait croyé acquis. Les participants et nous, les éditeurs de cette conférence, se sont dit « ça vaut la peine de mettre à jour notre livre » qui ne prend pas nécessairement complètement en compte de tous ces sujets-là qui ont émergé et qui ont été beaucoup discutés à la conférence. Donc, on s'est dit, on a une deuxième raison de sortir une nouvelle édition. Deux autres choses à souligner d'important. Le rapport de Dr. Theresa Tam, qui était l'administratrice en chef de la santé publique, sorti en 2023, était intitulé « Créer les conditions favorables à la résilience des communautés, une approche de santé publique en matière d'urgence », qui a mis l'emphase importante sur la promotion de la santé en cas de crise comme la COVID-19. Puis on s'est dit, si notre CPHO pense que la promotion de la santé, ça vaut vraiment la peine de souligner le développement encore plus dans notre livre. Et finalement, en 2024, c'était la 50e anniversaire du rapport Lalonde, les nouvelles perspectives de la santé des Canadiens, un rapport qui a tracé la voie pour le développement de la promotion de la santé au Canada et à l'international. Et on trouvait encore là que de développer là-dessus, ça faisait du sens dans la 5e édition. Il y avait une dernière petite influence, puis c'est la Charte de Genève qui est sortie de la 10e conférence mondiale sur la promotion de la santé de l'OMS, puis qui appelle vraiment à la création des sociétés qui sont axées sur le bien-être durable, l'équité en santé et le respect de l'environnement, qui a aussi beaucoup influencé la raison de cette 5e édition. Quoi de neuf? Bien, premièrement, 2 nouveaux éditeurs. Sûrement, vous reconnaissez Olivier Ferlat, qui ne pouvait pas être ici avec nous, mais professeur à l'ESPOM et membre du CRESP, et moi-même. En tout, on a 28 chapitres, dont 20 nouveaux. Ils sont répartis en 6 grandes parties.
On vous encourage quand même à lire ces parties-là comme un ensemble cohérent plutôt que des chapitres isolés pour mieux comprendre la logique globale du livre. Mais on tient quand même à souligner quelques grands nouveaux thèmes et nouveautés en général qu'on retrouve dans cette première ou dans cette 5e édition. Comme on a mentionné, une ouverture historique. Donc, le livre commence par un dialogue entre Irving Rootman et Michelle O'Neill, les fondateurs de la première édition, puis il raconte l'évolution de la promotion de la santé au Canada de façon personnelle, comme ils l'ont vécu, et c'est très inspirant. Il raconte aussi l'évolution du livre. Cette section d'introduction comprend également une réflexion sur le rôle du Canada dans le mouvement international de la promotion de la santé, avec des contributions de membres clés de Louis Peiss. On y retrouve aussi des nouveaux fondements et perspectives théoriques, notamment sur la santé autochtone, l'équité en santé, l'intersectionnalité et des critiques du néolibéralisme. Il y a des chapitres qui sont consacrés à des enjeux contemporains, dont la santé mentale, les villes saines, la santé numérique, la santé des communautés 2S LGBTQIA+, l'antiracisme, la justice climatique et la santé planétaire. Puis enfin, il y a un accent sur des pratiques émergentes et transformatrices, dont la résilience communautaire, la gouvernance en santé, la réflexivité professionnelle et l'innovation sociale. Puis le livre se termine, pour boucler la boucle, on a commencé avec les fondateurs et on termine avec les jeunes promoteurs de la santé qui imaginent l'avenir de la promotion de la santé au Canada. Donc, ça fait un gros livre costaud avec beaucoup, très compréhensif en fait. Puis ça m'amène en fait au sous-titre du livre qui résume quand même bien l'ambition, qui est vers une société du bien-être dans un monde en accélération. Puis ça, c'est inspiré, comme je disais, de la Charte de Genève pour le bien-être qui est publiée par l'OMS en 2021. Essentiellement, dans le livre, les auteurs défendent une vision du bien-être global qui ne se limite pas juste à la santé physique, mais inclut la santé mentale, sociale, spirituelle et planétaire. Et ils nous invitent, les auteurs, à réfléchir à comment construire une société qui est plus juste, plus durable, où le bien-être collectif passe avant la performance économique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à ce monde-là, essentiellement? Puis la promotion de la santé devient alors une approche politique et sociale fondée sur la solidarité et la durabilité. Ce livre montre que la promotion de la santé au Canada est un domaine en pleine évolution, très capable de s'adapter aux grands défis contemporains. C'est une œuvre à la fois académique et humaine qui invite chacun à repenser ce qui signifie vivre en bonne santé dans un monde qui s'accélère. Bon, je vais juste voir en haut. OK. Donc, comme vous voyez, il y a eu quand même des continuités à travers les éditions pour ceux et celles qui suivent chaque édition de Health Promotion in Canada. Donc, je voulais juste souligner quelques-uns parce que c'est particulièrement important pour l'enseignement, entre autres. Donc, les auteurs viennent toujours de différentes disciplines et étapes de carrière. Donc, ça, c'est vraiment notre marque de commerce. On invite toujours la nouvelle génération à nous joindre et on passe le bâton. Ça, on a continué dans cette édition-là. Tous apportent des perspectives canadiennes uniques sur la promotion de la santé. Le livre continue d'être une ressource pédagogique incontournable. Chaque chapitre offre une explication des concepts clés, des exemples concrets ancrés dans la pratique, des questions de réflexion critique et des ressources pour approfondir des apprentissages. En fait, c'est vraiment un handbook. C'est fait pour, puis c'est écrit à un niveau, je dirais, baccalauréat, début de maîtrise, pour pouvoir vraiment atteindre le plus grand nombre d'étudiants possible. Aussi, pour soutenir l'enseignement pour des profs dans la salle, et aussi des praticiens dans la salle, nous offrons également un manuel pédagogique destiné aux professeurs qui comprend une variété d'activités et d'exercices pédagogiques en classe, des idées et aussi des idées de travaux à remettre. Finalement, enfin, le livre ne se veut pas un manuel pratique seulement pour faire de la promotion de la santé, mais plutôt une analyse critique et engagée. Donc, beaucoup dans peu.
Alors, on arrive au panel. Ça va être moi qui va modérer le panel. Alors, je remercie Kate d'être venue présenter avec moi le livre. C'est un honneur d'avoir une si belle diversité d'acteurs en promotion de la santé qui ont accepté de discuter du contenu du livre en lien avec le contexte social, politique et économique, rien de moins, dans lequel nous pratiquons la promotion de la santé aujourd'hui. Alors, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter très brièvement. On s'est dit qu'on irait très brièvement dans les présentations pour avoir plus de temps pour discuter des enjeux de façon dynamique. Alors, si tu veux commencer. Je commence, oui, merci. Merci d'abord d'être là. Merci de l'invitation. Mon nom est Val Morrison. Je suis conseillère scientifique au Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. J'utilise à peu près la totalité de mon temps pour le nom de notre centre. Nous sommes hébergés à l'Institut national de santé publique du Québec. Moi, je suis là depuis bientôt 20 ans. Je suis sociologue de formation. J'ai un intérêt particulier pour ce que je continue d'appeler les inégalités de santé, les inégalités sociales de santé. Et dernièrement, un des projets sur lesquels je travaille depuis 4-5 ans, c'est sur les politiques de bien-être. Donc, qui tombe bien avec le thème du livre. Voilà. Merci. Bonjour, merci de l'invitation et félicitations pour cette cinquième édition du CRUS. C'est extraordinaire. J'espère que vous allez poursuivre la tradition. Alors, je suis Yun Jen, médecin spécialiste en santé publique et je travaille actuellement à la Direction régionale de santé publique de Montréal et je suis aussi médecin conseil depuis 1 an et demi au commissaire à la santé et au bien-être. Alors, un peu d'explication de mon passé. J'ai travaillé 10 ans en promotion de prévention à la Direction régionale de santé publique en Outaouais. Puis après, j'ai travaillé 10 ans à l'INSPQ dans le domaine de la promotion des saines habitudes de vie avant de passer à la Direction de santé publique en 2018. Alors, du côté universitaire, je suis chargée d'enseignement clinique à l'ESPUM, chargée d'enseignement à l'École de santé publique à McGill aussi. Et dans mes conflits d'intérêts, je suis membre du comité directeur Choisir avec soin et je suis co-responsable avec Mathieu Mas-Jolicoeur d'une journée JASP cette année sur le bien-être collectif. Alors, c'est mon petit message subliminal. Il faut vous dépêcher de vous inscrire si ça vous intéresse parce que j'avoue que les inscriptions se remplissent vite. Alors, merci de votre présence. Merci pour l'invitation. Moi, c'est David Ortiz Paredes. Je suis candidat au doctorat en santé publique dans l'option promotion de la santé ici à l'ESPUM. Je suis aussi partie du labo Collab qui est dirigé par le professeur Olivier Ferlat, éditeur du livre. Moi aussi, je suis boursier du CRES, PDRSCC. Puis, je suis médecin de formation et puis juste pour la petite anecdote, moi aussi, j'ai utilisé le livre dans mes études de médecine en Colombie, dans mes cours de santé publique et médecine préventive. Donc, pour moi, c'est vraiment un honneur d'avoir été invité à coécrire un des chapitres sur la promotion de santé dans le contexte de communautés d'ES, LGBTQ+. Donc, merci pour l'invitation. Super, merci. Bonjour à tous. Un autre domaine complètement. Donc, Isabelle Lisée, j'ai le bonheur de diriger une organisation provinciale à but non lucratif qui s'appelle Espace Muni. Espace Muni accompagne les municipalités sur les questions de qualité de vie et de santé globale au Québec par différents programmes et soutiens sur les connaissances, sur le pouvoir d'agir, mais aussi sur le passage à l'action des municipalités à différents égards. Donc, c'est un honneur pour moi d'être ici avec vous, honnêtement. Merci de l'invitation, puis on pourra échanger par la suite. Parfait, merci. Fait que je me lance dans notre première question. Une des thématiques qui est transversale au livre, vraiment, c'est le contexte de transformation très rapide dans lequel on vit et l'équité qui devient de plus en plus fragile. Puis c'est ce contexte-là dans lequel la promotion de la santé est appelée à agir. Comment voyez-vous le rôle de la promotion de la santé dans ce contexte et comment cette réalité se reflète-t-elle dans votre pratique? Je lance un peu ça comme ça. Je ne sais pas s'il y a des volontaires, sinon... Ah, je peux casser la glace. J'aime ça casser la glace. Je vais faire un aparté avant de rentrer dans le vif de ma réponse. C'est que j'ai eu la grande chance d'avoir Michelle O'Neill comme professeur il y a 30 ans, quand j'étais étudiante à la maîtrise à l'Université Laval.
Et donc, il y a 25-30 ans. Et donc, cette question-là, je l'ai adorée. Comment voyez-vous le rôle de la promotion de la santé dans ce contexte? Puis, ça m'a rappelé les questions que Michel nous demandait de considérer pour... On devait répondre à des questions comme ça pour nos devoirs à chaque semaine. Et je me rappelle d'avoir, dans un de ces devoirs, écrit que je ne trouvais pas qu'en promotion de la santé, on a réussi à rejoindre la population générale. C'est-à-dire que la promotion de la santé est restée, malgré tout notre grand enthousiasme, un concept discuté dans un cercle restreint. Puis là, on était à environ 10 ans après la Charte d'Ottawa. Alors, je me suis dit, dans le temps que, parce que ça prend du temps avant qu'une idée innovatrice soit absorbée. Et donc, peut-être un jour, la population générale va s'approprier du concept de promotion de la santé. Donc, 30 ans plus tard, malheureusement, mon opinion n'a pas changé. Alors, comme praticienne en santé publique, je ne trouve pas que la population générale comprend plus ce qu'est la promotion de la santé, encore moins son importance. Et que quand vient le temps de voter, ce sont encore les services de santé qui dominent les campagnes électorales et les débats électoraux. Donc, là, j'ai avisé Mme Lapalme que j'allais faire une phrase choc, puis elle m'a dit « c'est correct ». Alors, j'ai son approbation. On aime le choc. Ouais, Après 30 ans, je n'ai plus espoir que la promotion de la santé fera partie du discours quotidien des citoyens. Peut-être ça arrivera un jour, mais je pense qu'avec les transformations rapides qu'on vit actuellement, qui placent les impératifs économiques bien avant les déterminants de la santé et les conditions essentielles de l'être humain, je ne sais pas si nous avons le temps d'attendre. Juste pour vous donner une idée, ça a pris... J'ai fait une petite recherche sur quand est-ce... Tu sais, en santé publique, je trouvais... Je dis souvent que l'idée qui est probablement la seule idée qui fait consensus en santé publique, c'est l'idée que le tabagisme cause le cancer. Puis ça, là, il n'y a personne qui le conteste et comprenez-vous, ça a pris 40 ans avant que ça soit accepté. L'étude qui était blindée par Dalton Hill a été publiée en 1954. Le premier programme canadien de lutte au tabagisme est paru en 1997. Ça prend du temps avant qu'une idée évolue, même si elle est blindée. On n'a pas le temps d'attendre. Alors, je pense que la promotion de la santé a intérêt à se transformer, à s'élargir bien au-delà du monde universitaire et de la santé publique, et rejoindre les autres acteurs de la société et la population générale, là où ils sont rendus, en répondant à leurs préoccupations, en utilisant leurs mots. Si on veut mobiliser davantage les gens, il faut changer le vocabulaire qu'on utilise. Je pense qu'il faut probablement exprimer le concept de promotion de la santé en d'autres termes, plus compréhensibles et accessibles aux gens. Par exemple, la qualité de vie et le bien-être, qui sont des termes que nos partenaires comprennent mieux et qui les animent plus. Et ça tombe bien. Je trouve que le thème du livre, c'est comme un trait d'union entre promotion de la santé et le bien-être. Alors, je le vois d'un bon œil. Merci. Excellente première contribution. Mais je ne sais pas s'il y a des gens... Oui, Isabelle? En fait, j'abonde absolument dans le même sens que vous, mais avec une note un petit peu plus positive. Peut-être que je suis une éternelle utopiste, je ne sais pas, ou naïve, mais je constate, puis le propos de dire que le langage n'est pas approprié, c'était dans mes notes, effectivement. Ah, oui, okay. Oui, pour travailler, si on veut en fait avoir des actions concrètes, il faut travailler avec les acteurs du terrain. On avait une discussion préalable au début de la table ronde où on disait, bien, la santé, ce n'est pas nécessairement l'affaire des municipalités, puis ça rejoint votre propos. En fait, c'est vrai que ça ne l'est pas quand on parle de curatif, mais quand on parle de promotion, tellement,
tellement. Puis si on fait un peu d'histoire avec la suite du livre aussi, à la base, les municipalités ont été créées pour une question de santé publique. Donc, pourquoi aujourd'hui on en parle? Mais c'est pas vrai qu'on n'en parle pas. On en parle différemment, on utilise des mots différents, on ne prend pas nécessairement conscience qu'on agit en promotion de la santé. Pour nous, la majorité des politiques avec lesquelles on travaille dans les municipalités, il y en a plein d'autres, là, mais habitation, on a travaillé en saines habitudes de vie aussi avec les municipalités, ce sont des éléments de réponse. Peut-être pas par le citoyen, comme vous le dites si bien, individuellement, mais collectivement, il y a quelque chose. Mais il y a une crainte aussi qui reste du côté des acteurs terrain, c'est de se ramasser avec une responsabilité qui n'est peut-être pas entièrement la leur, parce que il y a une historique derrière tout ça. Donc, c'est un peu ces éléments-là. Mais moi aussi, le titre, vers le bien-être, c'est exactement ça. La simplification, le cheminement, l'évolution, si on veut que les acteurs terrains, que ce soit les municipalités ou d'autres, parce que nous, nos démarches, on travaille aussi en intersectorialité avec, par exemple, des directions de santé publique, ça va nous arriver, des CIS, des CIUS, des organisations. La semaine prochaine, je suis à un événement, je ne pensais jamais de ma vie que j'irais là pour les municipalités, mais je m'en vais sur un événement sur la toxicomanie. Le rôle des municipalités, la santé mentale. On a fait une journée l'année passée au JASP sur la santé mentale, le rôle, le questionnement des élus sur cette question-là. Donc, pour moi, oui, c'est un petit peu plus positif, je dirais. Il y a toujours du chemin, un grand chemin à parcourir encore. Il y a une réalité aussi avec les municipalités où ce sont des gouvernements. Donc, on est dans un contexte de mouvance, de changement, d'élections aux 4 ans. Il y a comme une volonté de recommencer, mais je dirais que nous, ça fait 30 ans qu'on avance dans une théorie des petits pas. L'inéquité reste hyper importante. Tout le monde a des besoins de santé, de prévention en santé, mais on parle de municipalités parfois de 200 habitants qui vont avoir un budget très limité. Et comment ils peuvent agir autre que de s'occuper du déneigement et des infrastructures? Ça peut se limiter à ça parfois. C'est dommage. Ce sont des actions de santé publique à la base, mais il y a beaucoup plus que ça à faire. Donc, l'inéquité dans nos gouvernements de proximité est un élément majeur pour faire avancer la situation de la promotion de la santé au Québec. Merci. Voilà. Moi, je peux amener un côté négatif. Je suis connue pour ça. Mais non, honnêtement, ce que je voulais partager avec vous, puis je vais en venir à comment je vois le rôle de la promotion de la santé, c'est comme je le disais tantôt, je suis impliquée depuis plusieurs années déjà dans des discussions sur les politiques de bien-être, comme la stratégie qualité de vie au Canada, comme le well-being budget de la Nouvelle-Zélande, en Finlande, en Écosse, au Pays de Galles, etc. Et ça m'a donné l'occasion de parler avec beaucoup de gens de l'extérieur de la santé publique sur les enjeux de politique publique sur le bien-être. Et une des premières choses qu'on a essayé de faire, c'est de marier ces deux approches-là, de voir qu'est-ce que ces approches de politique de bien-être viennent apporter à la santé publique et qu'est-ce que la santé publique, surtout, mon intérêt, peut apprendre, mais aussi apporter aux politiques de bien-être. Et dans ces discussions, jusqu'à ce que quelqu'un me pose à moi la question directement, je n'avais pas compris un enjeu central de la perception que les gens ont à l'extérieur de la santé publique. Parce que je parlais du fait qu'on entend de plus en plus parler de bien-être en santé publique. Le dernier rapport de Teresa Tam est sorti la semaine dernière, c'est sur la santé publique et le bien-être. Mais ce qu'on m'a dit, parce que je reprononçais, il faut trouver les mariages entre la différence entre les déterminants sociaux de la santé, la lutte aux inégalités, etc., et cette nouvelle approche. Est-ce qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain en embarquant à pieds joints dans une nouvelle perspective? Mais ce que je me suis fait dire, et comme je vous ai dit une fois tellement de façon raide que j'ai dit « Wow, ils n'ont rien compris », c'est que comment ça se fait, je vous la pose comme on me l'a posé, vous, en santé publique, vous avez tellement d'argent. Comment ça se fait
que vous n'êtes pas capable de faire avancer le dossier bien-être. Et j'ai fait à peu près ce que plusieurs d'entre vous. Là, et c'est un peu une lacune de ma part parce que je ne suis pas formée en santé publique. Donc, je n'avais pas pensé à ça, mais quand on parle de politique de bien-être, quand on parle d'équité, quand on parle de ces choses-là, on parle de promotion de la santé. Et la promotion de la santé, c'est, vous me pardonnerez l'expression, un peu le cousin pauvre de la santé publique. Et on parle des gens qui ont vécu la pandémie, qui pensaient que la santé publique était partout, c'était dans toutes les priorités, on entendait. Donc, il y a cette perception qui existe qu'on est full cash. On peut faire à peu près ce qu'on veut. Et aussi, je dirais, l'autre enjeu qui revient, et peut-être celle-là elle est plus juste, c'est que c'est la notion de health imperialism, qu'on appelle en anglais l'impérialisme de la santé, qu'on veut tout garder pour nous, qu'on a toutes les réponses pour la santé. Ça, c'est peut-être un autre enjeu, mais ça, je trouve que c'est important qu'on le reconnaisse et qu'on réalise en quelque sorte que c'est à nous de faire la promotion de la santé. De dire ce qu'on fait, ce sur quoi on travaille et quelles sont les conditions réelles de notre travail, qu'on se bat depuis 1974 au moins, pour toujours faire valoir le bien-être collectif, les inégalités, l'équité, l'importance de la diversité, de l'inclusion, etc. Donc ça, c'est une chose. L'autre, sur la question des transformations rapides, on va pouvoir en parler, je pense, un peu plus, mais en ce moment, les transformations sont tellement rapides, sont tellement drastiques. Moi, je n'aurais pas pensé, il y a même un an, vivre dans, peut-être pas un pays, mais un contexte politique global où diversité, équité, inclusion, ce sont des gros mots pour bien des gens maintenant. Et ça, je pense qu'il faut, je pense pas que c'est rendu ici, mais je pense qu'il faut rester à l'afflux. Il faut pouvoir être réactif, il faut pouvoir être agile, flexible et voir venir ces choses-là et avoir l'habilité de réagir à cette tendance qui est aussi présente, pas de la même manière et pas au pouvoir en ce moment, mais qui est là dans le discours public. Donc voici ma dose de négativité, je vais essayer. Vos interventions sont vraiment excellentes et pertinentes. Puis j'ai envie de répondre, mais je vais laisser David aussi la chance. Ouais, ben moi, je pense que je vais prendre plutôt le côté positif. C'est parfait, c'est un mélange négatif. Ouais, ben, je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites, mais je pense qu'il faut revenir à la base. Ben, tout d'abord, qu'est-ce qu'on comprend comme promotion de la santé? Je pense qu'il y a tellement de différentes façons de la définir qui deviennent des fois mélangées, même pour nous, c'est quoi la promotion de la santé. Mais j'aime beaucoup une des définitions qui dit que la promotion de la santé, c'est un champ interdisciplinaire pour essayer d'accroître soit la santé ou le bien-être, puis attaquer les inégalités et puis utiliser les communautés, empower les communautés pour prendre des actions sur leur santé. Donc, si on prend ces définitions, je pense que ça devient évident que la promotion de la santé a un rôle à jouer dans les contextes actuels. Et je pense dans un contexte de changement rapide, il faut oser prendre une pause et puis réfléchir sur tout ce qu'on fait des politiques publiques ou des interventions, comment ces interventions s'alignent avec les valeurs, par exemple, de la promotion de la santé, que ce soit la participation, l'empowerment, la justice sociale, etc. Donc, je pense que la promotion de la santé nous offre justement un cadre, une philosophie qui nous permet de poser et puis de nous demander justement ces questions. Mais je rejoins beaucoup la nécessité de changer également, d'évoluer la promotion de la santé
On parlait tantôt de l'exemple du vocabulaire et de miser l'avantage sur le bien-être si on veut vraiment faire un travail intersectoriel. Moi, je faisais partie du conseil jeunesse de la ville Longueuil. Et puis là, j'essayais toujours de miser de l'avant la santé pour les jeunes. Mais très souvent, j'ai trouvé une barrière en disant que ça ne fait pas partie de notre palier du gouvernement. Ça fait partie du ministère, du CIUS, des directions de santé publique, etc. Mais je pense qu'en recul, si moi, j'aurais plutôt parlé du bien-être, ça aurait passer beaucoup plus facilement. Donc, c'est juste un exemple très, très spécifique de comment le vocabulaire peut faciliter le travail intersectoriel. Et puis, je pense que dans un contexte de recherche, mais moi ici, je mets mon chapeau de chercheur, très souvent, on a très clair l'objectif épistémique dans le sens il faut avancer les connaissances, mais des fois, on oublie notre objectif transformateur. Et puis, c'est un champ d'action, la promotion de la santé. Donc, ça nous rappelle qu'on a besoin aussi de faire en sorte que tout le travail qu'on fait au milieu académique, ça va avancer justement les objectifs qu'on se met en promotion de la santé. Donc, moi, je pense que la promotion de la santé, ça nous permet, oui, de faire un recul, mais aussi de nous offrir un miroir pour juste faire un exercice de réflexivité, qu'on soit praticien, chercheur, médecin, etc., de savoir, OK, dans quel sens notre travail s'aligne avec ces valeurs ou ces objectifs de la promotion de la santé. Donc, c'est ça le côté positif que moi, je voulais apporter. Merci. Bien, c'est super intéressant, en fait. Puis là, on parle de promotion de la santé très globalement. Puis évidemment, c'est important. Puis on voit, justement, j'ai aimé faire la promotion de la santé. Puis peut-être de changer les termes comme le bien-être semble plus raisonné. J'ai envie de poser une deuxième question, mais par rapport plus spécifiquement des enjeux qui sont soulevés dans le livre, parce que comme on a fait tout un beau récit de tout ce qu'on trouve dans le livre, lesquels vous semblent les plus pertinents pour votre pratique? Puis on a quand même poussé les auteurs à trouver des solutions, à avoir des ressources, pas juste être dans entre guillemets, le négatif ou juste de rester avec les constats, mais d'aller plus loin puis de proposer une voie vers l'avenir. Est-ce qu'il y a de quoi ou comment est-ce que ça influence votre façon d'agir, si même ça a eu cette influence-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait se lancer? Isabelle, tu as l'air prête. Oui, j'ai de l'air prête. Hein? Je me demandais si j'étais vraiment prête. Mais sinon... Oui, non, avec plaisir. En fait, ça influence énormément les travaux, je dirais. Ce qui m'amène vers cette question-là, bon, je rewind. Pour nous, le partenariat avec la santé publique est essentiel. Parce que nous, dans nos travaux, puis je pense que ça pourrait être vrai pour différentes organisations similaires à la nôtre, on a besoin d'être nourris pour accompagner ces gens-là. Donc, pour nous, c'est là où ça se situe comme organisation. Après qu'on a dit ça, bien, ça sert aussi à des municipalités. Mais comment nous, on a besoin de travailler ensemble avec vous pour traduire ce langage-là. Tu parlais de nouveaux mots. Comment on peut le traduire dans différents domaines d'intervention? Bien sûr, le mien, c'est le municipal. Donc, c'est vraiment essentiel d'y aller. Les thèmes, j'aurais le goût de dire tous les thèmes. Super. Peut-être que non, mais j'en ai discuté avec mon équipe. Vraiment, la santé, le vieillissement, évidemment, des villes saines, je pense que ça peut parler aussi du point de vue urbanisme aussi, parce que c'est différent champ quand même quand on parle de promotion de la santé, quand on parle des municipalités. C'est extrêmement transversal. On va parler de sécurité. On parle maintenant de vieillissement de la population. On ne parlait pas de ça il n'y a pas si longtemps dans nos municipalités. Là, ça fait peut-être une quinzaine d'années. On parle d'itinérance maintenant avec les municipalités. On ne parlait pas de ça il y a 5 ans avec les municipalités. Donc, on évolue au rythme de l'avancement. J'aime pas vraiment ça parce que c'est pas vraiment un avancement quand on parle d'itinérance et tout ça, mais de situations qui arrivent au quotidien dans la vie des citoyens. Donc, il y a un volet où on est en réaction
à des situations qui arrivent. Mais pour moi, la promotion, c'est comment, puis c'est comme ça qu'on se questionne chez Espace Muni actuellement, comment on peut être plus en amont avant que ces situations-là arrivent, qu'on ne soit pas en réaction, mais qu'on soit en proactivité face à des situations. Puis des publications comme celle-là nous aident justement à aller dans cette direction-là, à alimenter nos réflexions pour pouvoir justement avoir des actions concrètes. Parce que le but de faire la promotion de la santé, c'est qu'il y ait des changements, c'est qu'il y ait des actions qui soient prises par plusieurs acteurs. J'en représente un aujourd'hui. Important, je dirais quand même, parce qu'il y a des études qui démontrent que les environnements contribuent à 70 ou même plus, je pense, sur la qualité, l'état de santé des citoyens. Donc, on ne peut pas passer à côté de nos municipalités qui ont des pouvoirs limités, des ressources limitées aussi, inéquitables. Donc, ça reste que c'est un changement à long terme. C'est vrai que 40 ans, ça peut être long. C'est un gros virement qu'on fait quand on parle de changement climatique aussi. Puis dans des contextes où on a des limites de temps, des gouvernements, donc du politique qui vient intervenir à différents niveaux, hein, fédéral, provincial ou local. Pour moi, c'est peut-être le bout où moi je trouvais plus intéressant aussi, c'est comment on travaille ces niveaux-là ensemble. Parfois, j'ai l'impression qu'on travaille au fédéral, au provincial, mais ça ne redescend pas suffisamment assez bas pour les municipalités, dans mon cas. Il y a ces bouts-là qui sont pas aidants. Voilà. Merci. Je pourrais enchaîner? Oui. Avec ce que Isabelle vient de dire, là, ça me rappelle le chapitre du livre qui portait sur les bases de connaissances en santé publique. Moi, ça m'a beaucoup interpellée. J'avoue, mon disclaimer, c'est que je n'ai pas lu tout le livre. Non, moi non plus. Il y a certains chapitres qui m'ont interpellée, puis définitivement, c'était un des premiers chapitres, c'est la base de connaissances de promotion de la santé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était comment on conceptualise la connaissance. Et ça m'a fait, je suis gênée de le dire, mais ça m'a fait réaliser, en tout cas, vous n'avez pas lu le livre, il n'y a personne qui a lu le livre encore, mais dans la conceptualisation de la connaissance, on parle de la connaissance scientifique, la connaissance expérientielle et la connaissance professionnelle qui sont les 3 dimensions de la connaissance. Et c'était vraiment magique. Juste avec ce graphique, j'avais réalisé qu'en santé publique, de façon générale, je pense qu'en santé, on mise beaucoup sur le scientifique, sur la connaissance scientifique. Tout ce qui est publié, c'est de l'or en barre. Et on dit bien sûr que l'expérientiel compte aussi, mais c'est un peu comme secondaire. L'expérience professionnelle, c'est pas publié, c'est pas documenté, donc ça compte moins parce que c'est pas sur papier. Et ça m'avait fait réaliser le biais qu'on a quand on dit qu'on veut faire des interventions basées sur des connaissances, c'est sous-entendu connaissances publiées. Et ça va... Là, je fais le parallèle avec la médecine, là, parce que je sais qu'il y a ce qui émerge dans le monde médical, c'est le concept de la décision partagée. Puis dans ce concept-là, le médecin n'est pas expert de la santé de son patient, il est partenaire. Et donc, en principe, quand on prescrit un traitement, c'est en collaboration avec le patient. Donc, j'ai réalisé que c'est un exemple de la valorisation de l'expérience du patient. C'est lui ou elle qui connaît son corps, sa santé, alors on valorise cette connaissance. Je fais le parallèle au niveau populationnel. Le pendant populationnel de décision partagée n'existe pas encore. On tend vers ça, mais je pense qu'avec ce que tu viens de dire, il y a de l'espoir. En santé publique, c'est vrai, on prend des décisions basées sur ce qu'on voit dans la littérature scientifique, mais ce qui n'est pas toujours généralisable. Et de plus en plus, on devrait adopter cette pratique de reconnaître le savoir expérientiel et faire affaire avec des partenaires comme les villes pour co-construire l'intervention, le traitement, la solution.
Alors, ben voilà, pour répondre à ta question, c'était ce bout-là qui m'avait vraiment frappé. Il y en a d'autres, là, je parle beaucoup, mais vraiment, ça m'avait frappé et ça va définitivement rester dans mon travail. Ouais. Je tiens à souligner que ce chapitre-là a été coécrit par Louise Potvin, donc j'imagine que tu es bien contente de recevoir du feedback positif. Est-ce qu'il y avait autres commentaires, réponses? Oui, ben, je pense, c'est vrai que tout le livre, c'est très, très complexe, donc c'est difficile de choisir, mais moi, je dirais pour moi-même du passé, toute la partie 1, je l'aime beaucoup, et même toujours dans l'édition passée, je reviens souvent au concept de base. Des fois, quand moi, je vais écrire une discussion d'un article, mettons, ce sont des choses que j'aime revenir pour les apporter et pour faire une réflexion également. Et puis, récemment, c'est sûr que tout l'aspect LGBTQ+, santé mentale, les approches participatives, tout ça, ce sont des choses qui m'interpellent beaucoup. Mais peut-être la partie préférée en ce moment, c'est la partie 4, qui apporte toute la partie transformative. Je l'ai trouvé vraiment inspirant, donc ça donne d'espoir et ça donne aussi d'outils pour l'avenir, que ce soit au niveau de la pratique participative ou de la résilience communautaire. Donc, j'aimais beaucoup ça. Et puis, je n'ai pas encore lu tous les livres, mais pour l'instant, je garde avec moi comme trois messages à retenir. Donc, tout d'abord, tout l'aspect holistique. Et puis, les livres nous apportent une façon d'arriver à cette vision holistique en disant, OK, il ne faut pas juste miser sur le bien-être humain, mais aussi le bien-être environnemental. Et pour ce faire, il faut s'inspirer des savoirs autochtones. Et il faut s'asseoir au même niveau et puis apprendre de ces savoirs, parce que la promotion de la santé, c'est quelque chose que les peuples autochtones faisaient bien avant. Donc, il faut apprendre pour vraiment avoir ce côté holistique. Donc, c'est une piste de réflexion que moi, j'ai beaucoup aimée. Le deuxième, c'est toute la discussion qu'on a eue tantôt sur l'aspect bien-être, au-delà de l'aspect santé. Mais la Charte Genève, je pense aussi, ça apporte une partie de justice intergénérationnelle que moi j'aimais beaucoup, dans le sens, on veut des sociétés en santé et en bien-être, pas juste pour cette génération, mais aussi pour les générations à venir. Donc, c'est quelque chose que moi j'aimais beaucoup. Et puis, finalement, toute la discussion de nous rappeler que la santé, c'est un phénomène qui est aussi social, pas juste individuel. Donc, de toujours avoir le reflet de réfléchir sur quels sont les aspects sociaux et structurels qui peuvent influencer la santé et le bien-être des communautés pour un peu contrebalancer les approches néolibérales qui sont toujours très présentes en santé publique en général. Donc, ce sont comme les trois pistes de réflexion que j'apporte avec moi. Excellent, merci. Un dernier commentaire? Oui, ça va être vite fait parce que je ne vais pas répéter les mêmes, mais je pense que l'idée que moi je retiens, et moi non plus, je n'ai pas eu le temps de tout lire, mais j'ai quand même pu lire en diagonale et lu les grands pans des intros, conclusions, mais c'est plutôt en présentant tantôt, quand vous avez spécifié, je ne sais pas si c'était voulu ou c'était juste évident dans votre tête, mais vous avez parlé de bien-être collectif plutôt que de bien-être. Et souvent, je pense que c'est l'une des choses que la promotion de la santé, je ne veux pas dire de la santé publique, peut amener aux travaux sur le bien-être, c'est le regard populationnel. Et d'aller au-delà, parce qu'on parle de bien-être en étant des façons d'aller au-delà de l'économie, au-delà du produit intérieur brut souvent, mais ça peut vouloir dire bien des choses. Ça peut vouloir dire, moi, je suis bien quand j'accumule de plus en plus de choses. Donc, mon bien-être individuel peut abuser du bien-être de quelqu'un d'autre. Mais quand on parle de bien-être collectif, je trouve que c'est bien nommé et c'est important de le nommer, de le dire et de garder l'œil dessus. Puis je reviendrai juste sur la notion d'équité qui est centrale à la collection. Important, menacé en ce moment, je pense, et la lutte ne sera jamais terminée
pour ces questions-là, mais c'est important de le savoir et de continuer à se battre. Merci beaucoup. Je pense qu'on a dépassé notre temps, malheureusement. Puis, tu sais, je pense que moi, je passerai la soirée ici avec vous à discuter parce qu'il y a plein de choses que je voulais approfondir, mais on a d'autres choses à faire sûrement. Mais en même temps, il y a un 5 à 7, donc je vous invite quand même à venir parler avec les panélistes si vous voulez approfondir quoi que ce soit. Mais de ce que j'ai entendu, tu sais, vraiment, j'ai l'impression, on le sait, la santé, c'est partout. Oui, la santé fait partie de toute sphère de nos vies. Le bien-être aussi. Puis peut-être que le bien-être, c'est un mot qu'on peut... en fait, moi, je travaille beaucoup en contexte autochtone, mais on parle encore plus de mieux-être, qui est aussi intéressant. Nous, qualité de vie. Qualité de vie, etc. Mais en tout cas, je retiens ces choses-là. Puis je retiens aussi l'idée du savoir, des savoirs expérientiels, justement, aussi, parce que c'est vécu, le bien-être, par nous, par nos collectivités et par nous. Donc, en tout cas, merci d'avoir approfondi les réflexions qu'on a dans le livre. C'est des choses qu'on va garder proches de nous pour les prochaines éditions. J'imagine qu'il va en avoir. Je suis certaine qu'il va en avoir. Oui. Donc, j'aimerais vous remercier vraiment chaleureusement d'avoir accepté puis d'avoir partagé vos précieuses réflexions. Puis aussi, au nom des éditeurs, je veux juste vous montrer ça. Ça se peut-tu? Bon. Ah, voilà. On veut... ça, c'est les informations pour acheter le livre, j'y arrive. Mais au nom des éditeurs, on tient également à exprimer notre profonde gratitude envers les auteurs des chapitres. C'est vraiment un groupe remarquable. On est vraiment fiers de qui a contribué parce qu'ils ont investi énormément de temps, de rigueur et de passion pour livrer vraiment un contenu qui témoigne de l'importance continue de l'équité, de la justice sociale et du rôle essentiel de la promotion de la santé dans la défense des droits de toutes et de tous, puis particulièrement les personnes les plus marginalisées. C'est une vision collective qui nous inspire à imaginer et construire un monde plus équitable, inclusif et juste. Alors, vous voyez derrière moi les informations pour acheter le livre avec un rabais de 20 %. Essentiellement, vous pouvez, à votre place, en fait, je prendrais une photo même de cette diapo parce que le code QR vous apporte au site de la maison d'édition Canadian Scholars Press. Puis ensuite, vous pouvez acheter le livre à 20 % en mettant le code HPC 5320. Aussi, si jamais la diapo change, on a des versions du livre en arrière avec le code QR aussi. Si vous voulez voir une copie papier du livre, ça a l'air de quoi vous voulez le feuilleter, il y a des exemplaires aussi. Donc, merci beaucoup. Alors, un très grand merci à José Lapalme et puis à Catherine Frolich. Et à présent, merci également aux personnes qui ont participé donc, à cette table ronde. À présent, je vais inviter Louise Potvin, directrice scientifique du CREPS. C'est mon privilège d'avoir ouvert ce colloque hier. C'est mon privilège de le fermer aujourd'hui. Je veux te remercier, Youn. C'est la première fois que je reçois en direct des commentaires sur mes écrits. Je te remercie. Je te réinviterai sans aucun problème. Je me suis absentée tout à l'heure rapidement parce que je suis allée chercher 2 choses dans ma bibliothèque. Moi, j'ai encore une bibliothèque. Puis c'est mon privilège aussi d'étirer puis de dire un peu ce que je veux. Donc, en 1994, jeune prof, j'ai acheté 2 livres. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés, incluant les profs, là, mais moi, j'étais jeune prof en 1994. J'ai acheté 2 livres. Health Promotion in Canada. Why are some people healthy and others not? Écrit par des sommités. D'ailleurs, beaucoup des auteurs des chapitres se retrouvent sur notre mur d'honoris causa. Michael Marmot, Bob Evans, Jonathan Lomas. Aucun de ce livre-là ne se retrouve sur notre mur des honoris causa. Hein? Quand on parlait que la promotion de la santé, c'était vraiment le parent pauvre de la santé publique, ça en est un exemple. 5e édition,
lettre morte. Qui cite ça maintenant? Voilà. C'est ce que j'avais à dire, c'est le commentaire que j'avais. Merci beaucoup, 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 Kate, José et tout le monde. Nous, au CRESP, on est tellement fiers que 3 des 5 éditeurs viennent de chez nous. Donc, on est fiers de vous et merci de faire rayonner le CRESP. Et merci aussi de nous avoir mis à contribution pour ce travail-là. Maintenant, il y a des diapos, et puis c'est là. Donc, j'ai le plaisir de clore ce colloque. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci aux présentateurs et présentatrices. Vous m'avez vu, moi j'ai été ici depuis hier matin. On était quelques-uns à avoir été ici pas mal tout le temps. Moi, j'ai été assez bluffée par la qualité des présentations. Honnêtement, ça valait bien des colloques internationaux où je ne vais plus d'ailleurs parce que j'ai autre chose à faire. Mais juste à rester ici, je pense qu'on apprend énormément de choses. Ce qui m'a un peu déçue, c'est le roulement. C'est-à-dire, j'ai bien vu que vous étiez là pour les choses qui étaient proches de votre cœur. J'aimerais juste vous rappeler que le CRESP, on a 3 piliers à notre programmation scientifique. Et pour le bénéfice d'Evelyne, je vais les énumérer. Le premier, c'est l'interdisciplinarité. Le second, c'est la recherche collaborative. Et le troisième, c'est la recherche qui vise l'équité. Quand on parle d'interdisciplinarité, on parle de s'enrichir mutuellement. L'intérêt d'un colloque comme celui-ci, c'est d'entendre quelque chose qui n'est pas directement lié à ses études, mais qui va à quelque part nous amener d'autres idées et d'autres façons de réfléchir. Et ça, c'est une des richesses de ce colloque-ci, d'avoir une conversation, comme nous y invitait le doyen hier matin, autour d'enjeux qui nous touchent tous, sur des méthodes avec lesquelles on est tous plus ou moins confortables, mais qui incluent aussi celles avec lesquelles on est confortable, mais qui peuvent, à quelque part, enrichir notre réflexion. L'intérêt de venir à un colloque comme celui-ci dans nos murs, c'est que la conversation peut se continuer. Et moi, je vous invite, pour les années suivantes, où ce ne sera pas moi qui va avoir le plaisir d'ouvrir et de clore ce colloque, mais je vous invite à rester, plus que pour le petit bout qui vous intéresse plus particulièrement. Puis là-dessus, je vais vous raconter une histoire. Dans une de nos conversations interdisciplinaires entre chercheurs qu'on essaie d'avoir de temps en temps, à un moment donné, il y a des gens qui parlaient d'insécurité alimentaire, puis il y avait un chercheur qui s'intéresse aux transitions vers la vie adulte. Ces chercheurs-là ont commencé à se parler et à s'intéresser à l'insécurité alimentaire des étudiants universitaires et à développer des projets ensemble. Ce n'est pas en écoutant que des gens qui travaillent comme nous, des PLUs, comme dit McQueen, qui n'est pas dans ce livre-là, mais People Like Us. Ce n'est pas donc en se tenant avec des gens comme nous qu'on arrive à faire avancer une question, surtout une question aussi critique et aussi appliquée que les questions de santé publique.
Donc, je vous invite effectivement à réfléchir à vos conversations que vous voulez avoir. Mais dans le cadre du CRESP, où les conversations sont interdisciplinaires, où les conversations se font avec nos collègues de la pratique, mais aussi, puis là, on l'a vu ce matin, ceux qui étaient là ont apprécié la présence d'une paire chercheur aînée. C'est pas moi. Encore que j'y arrive. Mais donc, d'une paire chercheur aînée qui est venue partager ses savoirs expérientiels, ses experts, son expertise d'expérience avec nous. Donc, je vous invite à vous décloisonner dans un espace de CRESP. Je tiens aussi à remercier beaucoup nos partenaires qui ont été là, qui ont participé à cet événement, nos partenaires de la Direction régionale de santé publique, nos partenaires de l'INSPQ, nos partenaires de l'Agence de santé publique du Canada et nos partenaires de l'INES. C'est eux qui nous tiennent groundés à un moment donné, quelque part. Parce que la recherche, puis après 40 ans, je peux le dire, c'est un sport de contact. Et surtout en santé publique, c'est un sport de contact. Et dans la mesure où on est capable d'avoir des conversations intéressantes, intelligentes, qui nous amènent quelque chose, qui nourrissent notre réflexion, bien, c'est dans cette mesure-là où on va être capable de développer une recherche qui est significative dans la vie des gens. Donc, je suis rendue au moment où je remets des attestations, des prix. Vous le savez, on a au CRESP chaque année un prix étudiant pour un projet en transfert de connaissances. J'ai le plaisir de décerner le prix cette année à Josiane Barrette-Morin, qui est étudiante en bioéthique pour le projet « Partage ton histoire de sommeil ». Et je vous invite à aller faire un petit tour sur le site web qu'elle a développé autour de ça. Vous y allez comprendre pas mal d'affaires. Maintenant, en ce qui a trait au prix pour les présentations, hein, les codes QR qui sont apparus, j'espère que les gens sont encore ici. Le prix pour la meilleure présentation par affiche lors du congrès annuel CRESP 2025, remis à Leyal Al-Haber. Vous étiez nerveuse et félicitations. Le prix pour la meilleure présentation orale lors du congrès annuel du CRESP 2025 à Sabrina Rimouche. On lui remettra son prix. Le prix pour une mention d'honneur pour la présentation par affiche à Loredana Campo. C'était aujourd'hui. Mention d'honneur pour la présentation orale lors du congrès annuel du CRESP à Manon Boiteux. Manon n'est pas là, je ne la vois pas. Un prix coup de cœur maintenant. Hein? Le prix coup de cœur, ça, c'est nos votes. Remis à Marie-Christine Etty pour une présentation par affiche. Le prix coup de cœur pour une présentation par affiche à
Edoro Serge Léon Padnou. Et finalement, le prix coup de cœur pour la présentation orale à Leila Mahmoudi. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui ont fait... J'ai fini. Ah non, non, excuse-moi, heureusement qu'il y a du monde qui me rappelle à l'ordre. Le prix coup de cœur pour la présentation orale d'hier, ça, c'était Félicité Mumbanza. Est-ce qu'elle est là? Donc, merci encore à tous ceux qui ont répondu à notre invitation de préparer une présentation. Il me reste les remerciements, donc, aux interventions. Beaucoup d'étudiants, c'est vraiment, on a vu la qualité des travaux que nos étudiants mènent. Profitez-en pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de présenter. La première présentation, c'est souvent celle qu'on fait dans son centre de recherche. Moi, quand j'étais en maîtrise, il n'y avait pas de centre de recherche là où j'étais. Ma première présentation, je peux vous le dire, c'était en juin 1984. C'était mes résultats de maîtrise. C'était au Canadian Association for Psychology à Winnipeg. On s'en souvient de la première présentation. Je vous invite à partager ce moment-là avec nous l'année prochaine. J'invite vos directeurs à vous pousser à le faire et à vous inviter et à vous soutenir dans cette préparation-là. Évidemment, il y a un comité organisateur et il est fait de chercheurs qu'on mobilise un peu chaque année. Je remercie Jean-Sébastien, Geneviève, François, David, Muriel, Rosanne, Paul-André Lévesque, Théa, étudiante, Marie-Christine Etty, étudiante, Christine Cassivi, étudiante, Alexandra Langford-Avalard, étudiante, et Raphaël qui, lui, n'est plus étudiant, mais c'est notre conseiller en communication. Vous les avez peut-être vus, vous les avez peut-être pas vus, mais ils ont été ici tout le long pour soutenir l'organisation. Donc, l'équipe d'infrastructure qui était là, qui, sous la baguette habile de Vanessa, chacun faisait son travail. Donc, je remercie Yanis Abicha, qui est notre stagiaire en communication. Kamel, qui n'est plus avec nous, qui nous a quittés pour d'autres projets, mais qui a travaillé à la préparation. Je remercie Rania, Magloire, Patricia, bien sûr, Pénélope et Patricio, qui était aussi un stagiaire en communication. Sarah, qui est notre nouvelle directrice de la cellule de soutien méthodologique qui vous a été présentée. Et bien sûr, Vanessa, sans qui moi, je serais très perdue, soit dit en passant. Et bien sûr, les partenaires dans l'organisation du congrès, la DRSP, la direction de l'enseignement universitaire, là-bas, Anne-Marie Larose, qui était ici hier, l'INSPQ, l'Agence de santé publique du Canada, l'École de santé publique qui nous accueille, et bien sûr, le Fonds de recherche Québec Santé qui nous finance. Je vous souhaite un bon retour à la maison. On va quand même célébrer. Il y a des mocktails et de l'eau minérale. Évidemment, sur des fonds publics, on ne sert pas d'alcool. Donc, je vous dis à l'année prochaine.
pour partager vos recherches avec notre communauté. Merci beaucoup.